Alors qu'est-ce qu'un comédien star des années 80 et un rat gourmet du début des années 2000 peuvent bien avoir en commun? A priori, pas grand-chose, on est d'accord. Et pourtant, ces deux personnages, aussi improbables soient-ils, racontent au fond la même histoire, celle du combat d'un artiste pour exister face à un monde qui au départ ne veut pas de lui. D'un côté, on a Louis de Funès, l'icône absolue de la comédie populaire, qui décide de s'attaquer à un monument, Molière, le grand art intouchable. Et de l'autre, Rémi, un rat, littéralement l'animal le plus malvenu dans une cuisine, qui rêve de devenir un grand chef. Le parallèle est limpide, non? Ce sont deux outsiders, deux intrus, qui tentent de forcer la porte d'univers élitiste qui les rejette d'office. La question est donc là, comment est-ce que ces deux destins, celui d'un acteur et celui d'un rat, nous forcent à nous interroger sur nos propres idées, sur l'art, la légitimité et cette fameuse frontière entre la haute et la basse culture? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, commençons par le comédien. Pour Louis de Funès, jouer l'avare, ce n'était pas juste un rôle de plus. Non, c'était une véritable obsession, le projet de toute une vie qu'il a porté en lui pendant plus de 20 ans. Ce n'était vraiment pas un caprice, mais une quête personnelle. Imaginez, dès les années 50, il est fasciné par le personnage d'Harpagon parce qu'il y voyait l'avarice un peu comique de sa propre mère. Pendant des années, on lui propose le rôle, mais il refuse, il ne se sent pas prêt, pas assez mûr. Et puis, en 1975, c'est le drame, son infarctus. Le théâtre, c'est fini pour lui. Le cinéma devient alors sa toute dernière chance de réaliser ce rêve. Et cette phrase, elle dit tout de son ambition artistique. De Funès, il ne voulait pas juste faire des grimaces, non. Il voulait aller creuser dans la psychologie d'Harpagon, montrer cette folie qui peut tous nous guetter quand on a peur de tout perdre. Pour lui, le vrai comique, il était là, dans cette fragilité très humaine. Sauf que cette ambition, elle s'est heurtée à un véritable mur de scepticisme. Pour une bonne partie de l'intelligentsia, De Funès, c'était l'acteur du peuple, l'acteur commercial. L'idée même qu'il puisse toucher à Molière était presque un sacrilège. Les critiques acerbes ont plu, le réduisant à son rôle le plus célèbre, comme si c'était juste le gendarme en costume, incapable de comprendre la profondeur du texte. Et forcément, ce scepticisme, on l'a un peu ressenti au box-office. Un peu plus de 2,4 millions d'entrées. Bon, c'est un succès, mais pour un De Funès de l'époque, qui faisait 6 millions avec son dernier gendarme, c'était vu comme une petite déception. Le grand public, habitué à un autre registre, n'a pas massivement suivi. Mais, et c'est là que l'histoire est belle, elle ne s'arrête pas là. Contre toute attente, le film a eu une seconde vie incroyable. Aujourd'hui, c'est devenu l'adaptation de Molière la plus vue de l'histoire du cinéma. Un classique qu'on passe dans les écoles. De Funès a finalement gagné son pari. Il a rendu Molière accessible à un public bien plus large que celui des théâtres parisiens. Ok, De Funès a dû se battre contre les préjugés de classe, en quelque sorte. Notre deuxième artiste, lui, va faire face à un obstacle, disons, d'une toute autre nature. Bienvenue dans les cuisines d'un grand restaurant parisien, là où le talent va surgir de l'endroit le plus improbable qui soit. Et voilà, on touche au cœur du problème. Si De Funès était un intrus culturel, Rémi, lui, est un intrus biologique. C'est la transgression ultime. Un animal qui est le symbole même de la saleté, rêvant de créer dans le temple de la pureté et du goût la haute cuisine française. C'est presque impensable. Pour vraiment saisir le statut de Rémi, on peut utiliser un concept super intéressant, celui de queerness. Alors attention, ici ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. On l'utilise pour parler de tout ce qui brouille les frontières, tout ce qui refuse les étiquettes. Rémi est queer justement, parce qu'il n'est ni tout à fait un rat, ni tout à fait un artiste humain. Il est entre les deux, dans un espace qui déstabilise toutes nos catégories. Et cet espace un peu flou, le film trouve une idée de génie pour le représenter. La toque du chef. C'est à la fois sa cachette et son poste de commande. C'est depuis ce placard de verre qu'il peut exister et créer en secret, en tirant les cheveux de Linguini comme s'il était une marionnette. En fait, ce placard, ce n'est pas juste un endroit, c'est une performance de tous les instants. C'est un effort constant pour rester invisible, pour maintenir le silence sur sa vraie nature, face à un monde qui ne pourrait jamais l'accepter. Et c'est là que c'est brillant. Cette toque, ce placard de verre, elle n'est pas vue de la même façon par tout le monde. Pour Rémi, c'est sa bulle de sécurité, transparente, son poste de contrôle. Pour les autres cuisiniers, elle est opaque, c'est juste le chapeau du chef, un symbole d'autorité. Mais pour nous, le public, elle est semi-transparente, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Le film fait de nous ses seuls complices. Et voilà, c'est là que nos deux histoires, celle du comédien et celle du rat, se rejoignent pour de bon. Elles convergent vers une seule et même idée, un même combat pour un principe fondamental sur ce que c'est que d'être un artiste. Le parallèle est quand même saisissant. Les gardiens du temple sont les mêmes. D'un côté, les critiques qui pensent que De Funès n'est pas assez noble pour Molière,
De l'autre, le critique gastronomique Anton Ego, persuadé que le talent a forcément un pédigré, une origine. Et face à eux, la même conviction, presque révolutionnaire. L'art n'appartient à personne. Le génie de Molière est pour tout le monde, et tout le monde peut cuisiner. Et la plus belle ironie de toute cette histoire, c'est que la conclusion parfaite, la phrase qui résume tout, eh bien, elle est prononcée par l'antagoniste, Anton Ego lui-même. Un grand artiste peut venir de n'importe où. C'est la reconnaissance ultime que le génie n'a pas d'origine sociale, culturelle ou même biologique. C'est la phrase que Louis de Funès aurait sans doute rêvé d'entendre des critiques de son temps. Alors au final, qu'est-ce qui nous reste de cet héritage commun ? Que nous disent ces deux artistes si différents sur ce qui définit vraiment l'excellence ? Finalement, ces deux œuvres, à presque 30 ans d'écart, nous racontent la même chose. Elles nous parlent de cette lutte éternelle contre l'élitisme culturel. Elles montrent que c'est souvent l'intrus, l'outsider, qui innove et voit les choses différemment. Surtout, elles affirment que ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais ce que l'on crée. C'est la preuve ultime que le talent, le vrai génie, peut vraiment surgir de n'importe où. La question qu'on peut se poser pour finir, ce n'est donc pas tant de savoir d'où viendra le prochain grand artiste, c'est plutôt de se demander quel est le préjugé, la barrière invisible qui nous empêche aujourd'hui de le reconnaître. Parce qu'après tout, si le plus grand chef de Paris peut être un rat, alors vraiment, absolument tout devient possible.